que c'est toi qui as pas... Le premier jour de tournage de Saïd, c'est également le premier jour de tournage de la série, et c'est le premier jour de tournage de Laetitia. On a tourné ces scènes dans une vraie prison, évidemment, avec tout ce que ça implique d'aller tourner en prison, aussi en état d'esprit, quoi. Tu vas pas tourner en prison comme tu tournes dans un supermarché. C'est pesant. C'est ça, tu vois, c'est ce qui déclenche le coup, c'est j'ai plus peur de toi. Mais ferme ta putain de gueule, ouais. Elle m'échappe. Très bien. Voilà, c'est la scène du parloir, qui est un moment très fort, qui est un moment aussi un peu douloureux à tourner pour Laetitia, qui est un moment pas forcément simple à tourner pour Saïd non plus. Ferme ta putain de gueule! Je crois que c'est toi qui n'as pas compris. C'est moi qu'on n'a pas encore fini avec toi. Ici ou ailleurs, c'est pareil pour moi. Je vais te niquer ta putain de vie. Et quand je vais sortir, je vais récupérer le petit. Ils s'en sont évidemment super bien sortis tous les deux. Et je me rappelle qu'avec David Diane, mon second réalisateur, on est rentré le soir en se disant si c'est ça le niveau de notre saison, si aujourd'hui avec Saïd et Laetitia on a donné le ton de notre nouvelle saison, on tient une grosse saison 2. Dans les coulisses de la saison 2 de Validé. La deuxième saison de Validé, c'est 1 an d'écriture. C'est 3 mois et demi de tournage. C'est une quarantaine de comédiens. Vous prenez vraiment cette série un peu trop au sérieux? C'est une équipe d'une 60aine de personnes. Plusieurs centaines de figurants dans des cités. Vraiment du bordel. Des scènes de concert, des scènes de soirée. C'est 6 mois de post-production. Voilà, là c'est Canal. Et c'est donc du 9 fois 30 minutes. Allez, vous lui enlevez la caméra, on va essayer de travailler. Allez. Bon, d'abord, ça a été un grand débat avec moi-même, puis avec mes équipes, de savoir si Apache allait être dans cette saison 2 ou pas. C'était un pari très risqué, parce que déconstruire quelque chose qui marchait aussi bien, l'alchimie de ce trio, c'est presque suicidaire à un moment de se dire c'est super, et ben alors on arrête. Je sais que des gens ont pris un choc et ont adoré la série en partie aussi parce qu'il y a ce final qui est incroyable. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'on finisse comme ça. Il y a des gens qui ont eu trop mal au cœur de se dire mais tu viens de me faire aimer un mec pendant 5 heures, tu me le tues à la fin d'une balle dans la tête, c'est pas possible de me faire ça. Bam, la première elle fait péter la vitre, la deuxième elle touche Saïdou, après t'y vas. Quel kiff incroyable c'était pour moi de voir sur les réseaux tous ces gens qui étaient convaincus qu'Apache n'était pas mort, qui étaient convaincus que la balle finalement était sortie, qui étaient convaincus que puisque c'était sur Instagram en fait c'était une vidéo pour le buzz. Passer des mois à dire aux gens non mais Apache est mort. Apache est mort, s'il vous plaît, croyez-nous. Non, je vous crois pas, c'est pas possible. Parce que les gens l'aimaient trop. Coupé. Parfois les gens sur les réseaux ont eu des idées que j'aurais adoré avoir moi-même. Il y a un moment où j'ai eu des doutes en me disant putain si c'est un cours marketing c'est génial, mais c'est vrai qu'en plus ça aurait pu sur Instagram qu'en fait ce soit une vidéo enregistrée avant. Quel kiff de provoquer ça dans la tête du spectateur. C'est quelque chose que le cinéma ne te donne pas. Ça, c'est la série qui te le donne. Et puis après, quand tu sais que t'as provoqué tout ça, comment tu fais pour qu'ils soient pas déçus? Parce que on a tout fait pour que les gens aiment Apache. Et là, on attaque une nouvelle saison sans Apache. Mais avec quand même un peu de Apache. Planet Rap sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue sur Skyrock pour ce Planet Rap exceptionnel consacré à l'album Totem, album posthume d'Apache. Dans ce premier épisode, la première scène, Franck m'a dit écoute là c'est encore une scène importante et puis je vais te demander aussi un peu de dégager, il faut dégager de l'émotion. Parce que t'as Brahim et Saïdou, ils viennent et
ils viennent rendre hommage à leurs potes. Je crois que vous êtes venus pour nous faire une annonce importante. Bah voilà, hein, comme tu sais, pour nous, c'est très important que le nom d'Apache ne soit jamais oublié. Donc avec Brahim, on a eu l'idée de lancer notre label en indé et il va s'appeler Apache Music. Donc on est là et tu te laisses aller, tu te laisses porter un petit peu par le déroulé de cette scène. Charles mon Tipeee, je suis dans mon hall et je rêve d'être sur une plage AMTP. Suffit d'une sirène et ta vie change en 1 heure. Je me revois sur le banc de la prison pour mineurs. Toute l'atmosphère est mise pour qu'on puisse vraiment s'y prendre et c'est vraiment lourd. C'est une scène très très pesante. Quand on entend surtout sa musique retentir et tout, avec le petit zoom sur le micro, machin, c'est des trucs très 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 poignants. Et voilà. Mon idée a très vite été de me dire... Mais attends, mais c'est mortel, c'est encore mieux sur les photos, gros. Il faut qu'on joue l'héritage. Et l'héritage, c'est la création de leur label. La création d'Apache Music, à l'initiative de Brahim et Saïdou, en mémoire d'Apache. Maintenant, faut qu'on le rende fier. Et voilà comment on perpétue. Et c'est pour ça que je disais que dans cette saison 2, Apache sera quand même un peu avec nous. Parce qu'il est avec nous tout le long. Alors sur Brahim en saison 2, le personnage il prend un peu en maturité. T'en veux pas de ta sauce? Il est un peu plus présent, un peu plus intelligent, mais ça reste la touche humour de la série. T'es puissant toi non? Quoi? T'es ouf toi, j'ai ken plein les meufs. Ah non mais je te parle de ken gratuit. Mais bien sûr gratuit, j'ai ken toutes sortes de meufs. J'ai un truc, Brahim il a une meuf, ça veut dire que ça... Et c'est laquelle la plus chère? Je sais pas, c'était toute rush. Ah ouais, carrément, ça fait des pièges. T'es une meuf bizarre, toi. Hein. Je suis Fatou, je suis la meilleure amie de l'Alpha. Et surtout... Pourquoi tu me ramènes de la ratatouille? Bah, parce que j'ai l'habitude de me faire gonfler, moi aussi. Et je sais que la glace, ça fait dégonfler. Donc tiens, prends-le, parce que ta tête là, on dirait une Bogdanov. Je suis grave dans une love story, je suis dans une love story de fou. Moi, j'étais sérieux, toi? Je ressemble à une calzone et tu veux me pécho? Mais je sais pas, je pensais qu'il y avait un truc là. Mais tu veux pas attendre que je sois plus présentable? Ouais, tu captes pas les signaux ou quoi, toi? Attends, on va mettre le papier, frère. C'est ça? Dis-moi là, Hassol. Ok. Il faut que tu te dises ça. Brahim reste Brahim, William reste William. Et ce qu'on a kiffé chez les personnages en saison 1, leur espèce de chaud-froid entre les deux. L'opposé qu'il y a, il est toujours présent. Brahim, ça reste une personne unique en son genre. Moi, j'ai pris la décision de prendre notre défense à nous. Et donc, du coup, c'est quoi? C'est toi qui vas régler l'histoire? C'est toi qui vas le fumer, Yamar? Et toi, alors, quand il va nous tomber dessus comme pour Clément, tu vas te laisser fumer? C'est un peu une grosse scène pour la série et une grosse scène pour mon personnage. Vas-y, bouge, je t'ai dit, là. C'est coupé, très bien, merci. Brahim, il se retrouve avec un calibre. Déjà ça, tu vois, tu te dis c'est... Il a pas l'habitude de faire ça. J'ai un calibre, j'arrive, je rentre dans la chicha, paf, je le braque. Eh oui, Brahim, il vengera personne. J'ai tellement compté de Zéyo que j'en ai des crans. La rue, la vraie, pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma soeur, moi William, il sort d'un gros drame. Ça fait déjà 1 an que son meilleur ami est décédé. Le personnage grandit. On le voit directement en saison 2 qu'il porte ce drame-là. C'est peut-être la trajectoire de William qui est la plus impressionnante de la série parce qu'il a même une transformation physique. Il est beaucoup plus étoffé sur cette saison 2. En saison 1, c'est un petit livreur de sushi, un peu timide, qui va s'improviser manager. Et en saison 2, on est sur un mec charismatique qui va prendre les rênes d'un label de musique et qui va devoir affronter plein de choses qu'il n'osait pas affronter avant. Arrête de faire le malin tout de suite, je vais te monter en l'air là. Qu'est-ce que tu vas faire, Yamar? Tu vas te rajouter des embrouilles, c'est ça? C'est pas bon pour ton business, gros. On n'a pas le droit à l'erreur, en fait, à ce moment-là. Vas-y, laisse. Donc au début, on cherche pas mal de rappeurs qui ne font pas forcément l'affaire. En vrai, ceux qui mettent tout le monde d'accord, c'est les jumeaux, gros. Et c'est une galère, ces deux-là, leur numéro, il répond plus. On arrive en loose comme dit pas là. Qui peine des hard, tu ne pourras plus nous distinguer. Je les en fais le malin. 60, c'est... Ah, ils sont chauds. Ah, les jumeaux, c'était excellent. Même en off, ils sont... Hey,
Nino, on le termine. Mark Taylor, on le termine. Rof, on le termine. Rimka, on le termine. Caris, on le termine. Booba, on le termine. Et pour un clip, j'ai une belle idée avec un quad. Frère, va leur montrer. En fait, ils sont complètement cons. Au moins c'est réglé. Il y a Brahim et Saïdou qui vont se laisser convaincre par Inès d'engager une femme pour leur première signature du label Apache Music. Donc voilà l'idée. J'ai retrouvé le seul talent que j'ai vraiment regretté de ne pas avoir signé à l'époque. Et je me suis dit que ce serait parfait pour vous. Attends, mais Inès, c'est une meuf. Moi, je suis assez réticent au début sur le fait de prendre une femme. Et quand j'écoute les premières phrases qui sortent de sa bouche, je suis totalement choqué. J'ai qu'envie de travailler avec elle. Saïdou, c'est pas quelqu'un qui avait un rôle facile. Il a presque le rôle du mec un peu chiant, un peu moralisateur. Et de voir cet acteur changer sous nos yeux, évoluer, devenir charismatique, devenir sûr de lui. Et la preuve qu'il est un grand comédien, je suis très fier de lui et je suis aussi très fier de ne pas m'être trompé. Original Letty, c'est Laetitia Kerfa, voilà, j'ai 27 ans. Comme je le dis dans mes textes, je viens de nulle part et d'ailleurs, de nulle part et partout. J'ai grandi à Paris, j'ai fait beaucoup d'open mic, j'ai toujours aimé le rap. J'ai fait de la scène, j'ai fait du théâtre, ça s'appelle Du Sale. C'est une pièce où je rappe, où aussi j'interprète, où je me dévoile aussi un petit peu, comme dans chacun de mes projets. Il y a dans la team Validé plein de gens, plein d'aides, plein de consultants. Il y a évidemment toute une équipe technique, toute une équipe d'auteurs, toute une équipe de production. Et puis, il y a des petits satellites qui tournent autour du projet Validé qui sont d'une aide précieuse. Dans tous ces satellites qui tournent autour de la série, il y a un mec qui s'appelle Screech, qui est un célèbre clipper du rap français, et qui, depuis la saison 1, il me parlait déjà d'une fille. Il me disait, si un jour tu cherches une fille qui rappe, j'en connais une incroyable. Pour arriver, j'ai pris mon time. Je suis monté en haut de la falaise. Sur les billes, je m'en charge. J'ai mené une bataille en solo. Qui me suit vos pieds, mon follow. On n'a pas échappé au casting, on a vu plein d'autres filles, des filles super, mais incontestablement, Laetitia était au-dessus. Je vois cette fille qui rappe parfaitement bien, qui joue parfaitement bien, et qui porte en elle un charisme, un vécu, écorché vive. On voit. Kishta, on va s'entendre. Ok, on va s'entendre. Ça, c'est la fin. Et après, t'enchaînes sur le couplet. Voilà, et encore ça. Ok. Une fois, deux fois, je t'ai expliqué, mais tu comprends R. Je me dis, des fois, il suffirait que je te monte en l'air. La qualité principale qu'on cherchait pour le personnage de l'Alpha, c'est d'avoir une super rappeuse. Kishta, on va s'entendre. Alors Laetitia, non seulement elle avait cette qualité d'être une bonne rappeuse, mais on a tout de suite vu dès le premier casting qu'en plus elle avait la capacité d'être une excellente comédienne. Je suis tombée enceinte. Ça n'a rien changé. Elle a continué à me frapper. Sauf que le truc, c'est que c'était plus seulement ma vie à moi qui était en jeu. Et un soir, il a frappé trop fort. Je suis rentrée dans la salle de bain, je me suis enfermée. J'ai poussé les meubles contre la porte et j'ai appelé les keufs pour leur dire que mon bébé et moi, on allait mourir, en fait. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, qui a une capacité incroyable à rentrer en connexion avec ses émotions. Mais dis-toi que si moi je perds mon fils, tout ce que je vais faire dans ma vie d'après, c'est m'assurer que le tien là, il grandisse sans sa mère. T'as compris? Qui est extrêmement généreuse, qui donne beaucoup à la caméra, à ses partenaires, au metteur en scène. Avec le pied de biche, tu lui parles et tout machin, tu refais les mêmes actions, bim! Tu fais semblant de casser, t'auras un top Saïd pour sortir à ce moment-là. C'est un luxe de travailler avec quelqu'un comme ça. C'est un luxe. Recule mon fils, recule, maman vient chercher, d'accord? Elle arrive. Quand j'annonce à Laetitia qu'elle a le rôle, la première réaction de Laetitia, c'est de me dire « Je vais tourner avec Sabrina Ouazani ». Merci, t'es ma grande. Merci, merci. Il y a un truc d'identification, tu vois, tu comprends que Laetitia, probablement, s'identifiait beaucoup plus à Sabrina Ouazani qu'à une autre actrice. Et c'est cool de se dire que
Sabrina a validé Laetitia. Oui, effectivement, il y avait un truc que je reconnaissais chez elle qui me faisait penser à moi il y a... J'ai commencé il y a 19 ans. Il y a 19 ans, donc à la fois une sorte de candeur et d'innocence et des yeux qui brillent, de découvrir les caméras, de découvrir sa place sur le plateau et voilà, et l'attention qu'on te porte et en même temps d'avoir autant de responsabilités. Il y a quelque chose qui me touche énormément chez elle et puis ensuite, ça en est suivi vraiment une très très belle amitié. C'est dans la boîte. C'est la boîte. C'est la rat. C'est la rat attitude. Jouer avec Sabrina pour la première fois, voilà, c'est une fierté immense. Je mets du temps parce que ça m'émeut. C'est incroyable. C'est une femme qui, pour moi, me ressemble, ou en tout cas, dans ses films auparavant, dans sa carrière auparavant, m'a beaucoup fait croire que c'était possible aussi pour moi. Ouais, ça a été très, très émouvant. Et puis c'est surtout aussi, au-delà de Sabrina, l'actrice, il y a aussi l'humain derrière. Et l'humain derrière, j'étais tellement contente que ce soit exactement ce que j'avais pensé, quoi. Sarah, ça va et toi? Ouais. On y va? Ouais. Il y a une belle histoire entre Inès et l'Alpha, comme il y a une belle histoire dans la vie entre Sabrina et Laetitia. Inès est la deuxième héroïne, finalement, de cette saison, puisque c'est elle qui arrive avec la bonne idée. C'est elle qui va réussir à les convaincre. Désolé, Inès, mais pour nous, c'est trop risqué. C'est elle qui va les rendre un peu plus courageux. Garde-la. Si à l'avenir, tu deviens un peu plus ouvert d'esprit. C'est elle qui va réussir à la convaincre, elle aussi. Ok, bon bah William, si elle veut plus, moi je parle rien. Ok, William, si elle veut plus, Je savais qu'elle avait un gosse. Je suis dégoûté de ce qu'elle dit, elle est en train de dire que si elle veut plus, elle veut plus. Tu prends une petite seconde. Et tu étais au courant qu'elle avait un gosse, toi? Tu savais qu'elle avait un gosse? Non, je savais pas, non. Je sais pas pourquoi, je sens qu'elle a envie d'y aller, mais il y a un truc qui coince. Inès, faut que tu lui parles. William, quand je t'ai dit que je m'occupais plus des rappeurs, ça inclut aussi les rappeuses. Mais je te demande juste de lui parler. D'essayer de comprendre le problème, à toi, te fera confiance. L'enjeu de cette scène aujourd'hui, c'était bien évidemment de convaincre Sarah, dite l'Alpha, notre jeune protagoniste, à revenir dans ce qu'elle aime, dans ce qui est pour moi essentiel, indispensable à sa vie, c'est-à-dire la musique. Écoute, tu fais comme tu veux, Sarah. Mais moi, je connais ce game. Et je sais que t'es faite pour ça. Ce qu'il y avait de beau, c'est que c'était une vraie scène entre femmes, avec beaucoup de confiance, beaucoup de moments, les yeux dans les yeux. J'étais contente qu'on puisse parler d'un rapport très très bienveillant, parce qu'on est sans cesse aussi en train de parler parfois des femmes qui se tirent dans les pattes, qui se jalousent. Et là, au contraire, Inès, elle est là pour mettre en valeur et pour mettre dans un écrat ce diamant brut. À mon avis, tu devrais laisser une chance aux garçons de te montrer ce qu'ils veulent faire. Et moi, t'as ma parole de femme que eux, c'est pas des voyous. Voilà, ça chamboule tout. Elle a beaucoup d'espoir, mais elle est perdue, en fait. Elle se dit non, je voudrais pas encore me refaire avoir, je veux pas encore retomber et être déçue, être trahie. Bah, sans elle, peut-être qu'il y aurait jamais eu ce contact, ou en tout cas cette confiance. Elle a bien fait d'avoir confiance en l'Alpha. Sarah, si tu y retournes, sache que ce sera un honneur pour moi d'être ta manageuse. Vous rentrez, genre hyper timide, impressionné de c'est quoi ce truc et tout machin. Et Sabrina, elle vient justement à votre rencontre pour détendre l'ambiance et pour les mettre à l'aise et les amener jusqu'à la soirée. La soirée Apache Music, qui est donc dans l'épisode 1, c'est un moment extrêmement important de la saison. C'est le moment où on va découvrir que cette petite meuf qu'on suit depuis le début de l'épisode est en fait une artiste qui a quelque chose à dire, qui s'ignore peut-être. Et d'ailleurs, je pense que dans cette scène, elle découvre qu'elle est une artiste, elle découvre qu'elle a besoin d'être sur scène. Quand elle arrive et qu'elle voit qu'il y a autant de personnes, autant de gens à qui elle peut dire, elle peut montrer, eh ben, c'est impossible. Je me demandais s'il n'y avait pas quelqu'un qui était chaud pour lâcher un petit truc. Insta, t'es chaud quoi? Ça va, j'ai assez donné, moi. C'est bon, on est refemme.
Quand elle peut pas penser à l'après, elle pense à cet instinct et à cet instant. Là, c'est maintenant. Et il y aura peut-être pas une deuxième chance. Peut-être que la troisième fois, ils me diront pas allez, l'alpha, allez. C'est le dernier, allez, j'y vais. L'alpha, c'est mon place, rendez-moi mon enfance, bande de partager la rage. L'alpha se rend compte que c'est une drogue. Ça lui avait tellement manqué, c'est ce qu'elle aime, c'est tout ce qu'elle sait faire. Elle est rappeuse, ça lui brûle à l'intérieur. En gros, c'est un morceau où vraiment on pourrait dire que c'est toute la vie et la présentation de l'alpha. Voilà, du début de son enfance, son parcours, ses peurs, ses peines, sa hargne. Elle commence comme ça. J'ai pris des coups, mais je suis debout et à chaque fois je me suis relevé, jamais un genou, toujours prêt à toucher où le destin va mener. C'est un moment miroir avec ce que Attic, Apache a fait en saison 1 au moment où il rappe Prison pour mineurs dans le studio de Fred de Sky. Et là, il fallait aussi que Laetitia nous envoie une grosse performance. Et là, je leur fais un texte qui normalement met tout le monde d'accord. Je suis pas riri, je suis pas gardé, je suis pas niqué. Veux ton roroté, tu miniques, je veux du liquide. Pas besoin de paniquer, juste un micro, toi ton équipe qui peut me niquer. Prends un ticket, me cherche pas sur Wiki, bah non. Pour retourner la salle, t'inquiète pas, j'ai le bon plafond. J'ai un flot de malade, tu l'as pas ton médicament. Un concert dans la série, nous on a le plaisir d'écouter et de kiffer. Je suis amateur de rap, c'est une bête de rappeuse, donc à chaque moment où elle se met à freestyler, on écoute quoi. J'ai le shit, j'ai les yeux, y'a les keufs. J'ai le shit, j'ai les yeux, y'a les keufs. Là, c'est la première fois que je la voyais sur scène, s'éclater, envoyer du lourd. J'ai le style pour les mecs, pour les meufs. J'ai le style pour les mecs, pour les meufs. J'ai le style pour les mecs, pour les meufs. J'ai le style pour les mecs, pour les meufs. L'alpha. Je crois que ce que cette saison a de plus que la première saison, c'est qu'elle est plus sombre. Beaucoup de gens se sont dit ça va être une femme, l'héroïne, ça va donc être peut-être plus léger, alors qu'en fait les intrigues sont plus dures. Je t'ai déjà dit que ça m'intéressait pas. Mais c'est quoi le problème? Écoute William, le rap j'ai déjà donné, c'est plus pour moi. Le fait d'être femme rappeuse, mais femme maman rappeuse. Liam! Non! Qu'est-ce que ça implique tout ça? Quel est son rapport aux hommes? Il m'a fasciné tout de suite. Sa façon d'être, de parler, de bouger. Et moi, j'étais une petite meuf de la thèse. J'avais plus de famille. Et lui, il m'a choisi moi. C'est une femme qui a accepté à un moment d'être soumise parce qu'elle pensait que c'était son rôle et que c'était la seule façon d'exister. Et elle a rencontré un homme qui l'a fascinée et qu'elle admirait énormément. Je trouve que cette personne était malveillante. Il a menacé de me tuer si je partais. Il a commencé à me frapper. Le pire, c'est que je me sentais coupable. Puis on va voir aussi au final qu'elle veut pas être retrouvée, qu'elle est menacée. Toi, tu me prends ma liberté, tu me niques ma carrière, tu me gâches ma vie et tu crois que je vais te laisser mon fils? L'alpha est notre héroïne, et Saïd Taghmaoui qui joue le rôle de Nasser est son grand méchant. Donc c'est le grand méchant de notre intrigue principale. Ce fils de pute là, c'est un très grand vicelard. Donc quand il te parle, baisse jamais les yeux. Ok. Je suis super content de faire partie de cette aventure. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas travaillé en France. Si tu déclenches l'alerte enlèvement, toi tu veux jouer la vaillante. Je mets une balle dans la tête du petit, je m'en mets une derrière. Il apporte quelque chose d'incontestable en termes de puissance de jeu, de danger sur le personnage de l'alpha. Vous là, vous voulez lui niquer son clip. Moi je vais lui niquer sa vie. Donc j'ai repris l'entraînement très sérieusement par rapport au personnage, parce que ça correspond au personnage. Nasser, excuse-moi. Tu veux quoi toi? Avoir Saïd alors qu'il n'a pas tourné en France depuis très longtemps, alors qu'on est en plein dans l'anniversaire, le 25e anniversaire de la haine. Ça fait longtemps que j'ai pas vu en français. C'est un peu étrange. Et en même temps, ça me fait super plaisir parce que je le fais avec des gens qui viennent d'où je viens et qui, tu vois, on est en famille presque. Pour le premier plan, cours en face de toi, parce que les caméras sont face à toi, le de dos. Et direct, on enchaîne la balayette et on va au sol. Et là, on court. Hé, calme-toi. Calme-toi. Ça va, les Mika.
Donc c'était quand même un kiff énorme d'avoir Saïd Taghmaoui sur le projet. Ça nous permettait aussi d'upgrader un petit peu cette saison avec des nouveautés dont il fait partie grandement. C'est fini, maman est là. J'ai décidé de le faire moi un peu en mode grand frère, quoi. Genre je reviens et leur donner un peu de force dans le sens où c'est la même racine, la même énergie. Hey! Hey! Bouge pas! Bouge pas! C'est fini, mon amour. C'est fini, mon amour. Le personnage de l'Alpha, c'est une guerrière qui s'ignore. Tu veux plus jamais me laisser faire. Pas de concession, pas de prisonnier. Je veux devenir intouchable. Au début de la saison, elle subit ce qui lui arrive. Et il y a un moment donné où elle subit plus. Je prends plus les coups sans réagir. C'est fini tout ça. Je veux plus jamais avoir honte de rien. C'est mort. Elle décide d'arrêter, elle décide de se dévoiler. Elle se rend compte que son passé, c'est pas à elle de le subir toute seule et que c'est pas de sa faute. Ce qui m'intéressait dans le fait de traiter du parcours d'une femme dans cette saison 2, c'est les difficultés que ça représente d'être une femme dans ce milieu du rap. Excuse-moi, je peux te poser juste une petite question, s'il te plaît? Pourquoi t'as arrêté le rap? Tu travailles dans la musique? Tu sais bien que les gens, ils veulent pas d'une meuf qui rappe vraiment. Là, quand on se parle d'une fille qui doit rapper comme un mec, là, c'est plus compliqué. Là, on est confronté à la réalité des chiffres qui fait que ça marche moins ou ça marche pas du tout. Et ça, c'était intéressant de le traiter. Vous deux, faut que vous arrêtiez de faire les aveugles en fait. Une meuf qui veut juste faire du rap, ça va pas le faire. Et si en plus elle m'écoute pas, c'est sûr il se passera rien pour elle, je vous le garantis. C'est un milieu machiste, non, j'ai envie de te dire. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière les rappeurs, t'as souvent des femmes, qu'elles soient directrices artistiques, patronnes de label aujourd'hui, qu'elles soient manageuses. Il y a beaucoup de femmes qui entourent des rappeurs. Et ça, c'est important. Et on le dit pas assez. T'es au courant qu'elle a signé un contrat qui lui donne le contrôle artistique de tout son album? Mais moi j'ai rien à voir avec ce contrat, moi. Donc je vais pas aller m'afficher pour lui faire plaisir, non? Mais vas-y, je te laisse gérer ça parce que sinon ça va mal finir. Il y a eu beaucoup de nanas, beaucoup d'artistes qui s'y sont tentés, qui s'y sont essayés. Il y en a des pas mal, il y en a des super. Je pense qu'il y a une sorte d'entre-deux aussi qu'on a essayé de trouver, dont on parle dans cette saison, toujours à essayer de lisser l'image de la femme et toujours essayer de dire ok, mais il faut que tu danses, mais il faut que tu chantes un petit peu, mais il faut pas que tu sois trop trash, mais en même temps il faut que tu sois un peu sexy pour qu'on te regarde et pour qu'on ait envie de t'écouter un petit peu plus, alors que pour moi la question elle est pas là. Non. 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 Aslo, tu peux couper, s'il te plaît? Là, ce style-là, ça va pas le faire. Alors en saison 1, j'avais un personnage un peu ambigu qui jouait entre Apache et Mastar. Et sur cette saison 2, son ambiguïté, j'ai essayé avec les auteurs de la placer sur ok, vous voulez signer une fille dans le rap? Moi, je sais que ça marche pas bien ou que ça marche pas du tout, les filles dans le rap. C'est vrai, rappe bien, ouais. Mais maintenant, je vais te parler clairement. Moi, j'aurais voulu sortir mes meilleurs prods. Toi, tu pourras lui payer tout le marketing que tu veux. La réalité, c'est qu'une meuf super forte, elle vendra toujours moins qu'un mec moyen. C'est comme ça, c'est le game. Ah ouais? Et James alors? Et à part James? Au départ, je suis pas du tout dans le mood de William et Brahim. J'ai pas envie de lui donner mes meilleurs prods. J'ai envie de lui faire faire de la zumba, de lui faire faire de la faire chanter. J'ai pas envie qu'elle rappe parce que je suis convaincu qu'une meuf qui rappe, ça marchera pas. Tu veux que je fasse quoi là-dessus? Bah, quelque chose d'entraînant, d'un peu plus club, quoi, tu vois. Mais tu veux que je chante, en fait? Donc, j'incarne dans cette saison 2 la mauvaise morale, celle d'une partie du rap game et une partie du public qui se dit la flemme des filles qui rappent, on n'a pas envie de voir des filles qui rappent. Je pense que William, il a pas osé te le dire, donc je vais le faire moi. Ce que t'as envie de faire toi, c'est pas une bonne idée. Ok. Bah vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Changer de style. T'ouvrir à un truc plus pop, plus actuel, un peu plus féminin, quoi. Voilà ce que DJ Snow doit jouer pendant toute cette première partie jusqu'à ce qu'il se rende compte que cette nana est bluffante et qu'elle le convainc qu'il se trompe. Kiffe mon flow, dis-moi qui t'empêche. Je file tout droit dans le rétro, trop d'haine. Réica qui fuck le string dentelle. Je pense que c'est une saison qui est clairement au cœur des problématiques de société aujourd'hui, puisque ça raconte comment une femme peut être libre et indépendante dans un milieu qui n'est pas forcément bienveillant à son égard. On voit pas beaucoup de meufs dans les open mic, par exemple. Elles ont peur de participer, tu crois? Bah,
J'avoue, je sais pas, je suis pas la porte-parole des rappeuses de France, mais moi j'ai pas peur en tout cas. C'est un milieu très masculin. Comment l'expliquer? Je pense qu'avant tout, les femmes ont peut-être pas forcément envie d'entrer dans cette compétition parce que c'est un milieu très compétitif, qui peut être très blessant, très dur. La vérité, c'est que quand on est une meuf, faut sortir des morceaux 2 fois plus lourds et voilà, mettre tout le monde d'accord, quoi. Et c'est vrai que celles qui y vont, celles qui rentrent dedans, il y a souvent une fêlure, il y a souvent des choses qui fait qu'à un moment, ça te pousse aussi à rentrer dans ce milieu. Toi, tu irais tranquille te frotter à des mecs Mec ou meuf, tu m'emmènes en battle, j'y vais, et puis je suis sûr, il y en a, je peux les éteindre. Là, on est en train de tourner la scène du Rap Contenders. Justement, c'est plutôt pas mal du tout. On a avec nous les spécialistes français de l'organisation du Rap Contenders, avec des champions du monde de battle de Rap Contenders. En général, les mecs comme toi aimeraient avoir une taille genre fine, mais punch t'envoie à l'hôpital, tu vas t'endormir dans les bras de morphine. Le Rap Contenders, c'est une discipline qui, à la base, vient des États-Unis. C'est a cappella. C'est et la prestance scénique, et la qualité d'écriture, et la qualité des punchlines, et la qualité à pouvoir répondre aussi sur le moment. C'est vraiment une discipline à part entière. Cesse de faire le type hautain. J'ai un copain petit, tu as un petit copain. Dans Valider, ne pas mettre cette dimension-là, ça serait pas montrer le rap dans son intégralité. C'est un peu l'UFC du rap, quoi, en fait. Faut comprendre que t'as une foule, t'as des gens qui sont là que pour, entre guillemets, voir du sang. Exactement comme un vrai match de boxe. Tu peux écrire des choses qui peuvent paraître lourdes au papier, mais sur le moment, si ça fait pas mouche, tu rates ton coup. Elle a accepté l'invitation. C'est la première signature d'Apache Musique. Faites un maximum de bruit pour l'Alpha. La foule, une grosse fosse, une foule complète, l'impression de monter sur un ring. Pour Laetitia, c'était pas évident pour elle de, déjà sur un premier tournage, tu joues le rôle principal et tu dois faire un Rap Contenders. Dans ta tête, tu sais, 10, 11, et quand tu vas plus vite. En fait, il faut même pas que tu récites comme il t'explique, il faut que tu aies l'impression de réciter un tas de texte. Il faut que vraiment. Et amuse-toi à faire. Par exemple, là, quand tu dis t'es une Kaira misogyne. T'es une Kaira misogyne. T'as besoin d'une mise à jour. Genre, t'as besoin d'une mise à jour. Donc tu. C'est ça. Moi, en tant que Letty, qui suis rappeuse à la base, j'ai fait beaucoup d'open mic, mais je suis pas beaucoup dans la battle. C'est pas vraiment mon délire. Donc du coup, ouais, c'était une première aventure. Mais c'était intense. L'Alpha, quand tu veux. T'es qu'une Kaira misogyne. T'as besoin d'une mise à jour. Yama 2020. Téléchargement, quoi. Il y avait beaucoup de détermination, il fallait tenir le coup et j'étais très fière de moi. L'Alpha était là, Letty aussi était là. La muscu, t'esquives. J'ai vu sur ta carte d'identité, son deuxième prénom c'est Miskin. Et c'est une scène qui est très importante pour nous aujourd'hui parce qu'elle va déclencher des choses très graves pour la suite de l'intrigue. J'ai du respect, je l'ai pas ta mère. Elle pourrait croire que je suis ton daron. Yama, t'es chaud ou quoi? Je peux te dire que quand tu vois les quelques vidéos de Rap Contenders sur lesquelles des femmes se font laminer avec des punchlines ultra misogynes, ultra déplacées, ultra vulgaires, ben oui, tu comprends à quel point il y a peu de nanas dans ce genre d'événement. Pas de ins, pas de huc. Je sais pas si je t'appelle mon frère ou ma sœur. Grosse performance de Rachid Guellas qui joue le rôle de Yamar, qui est absolument insupportable et qui est donc parfait dans ce rôle et encore plus dans cette scène. Moi je suis judoka à la base, donc j'ai cet esprit-là un peu de compétition, rentrer dans un truc face à face avec son adversaire et c'est un peu ça que j'essaie de reproduire quoi, à ce moment-là. T'as vu passer plus de kilomètres de queue qu'un McDo après le confinement? Et le Rap Contender, c'est quelque chose que je regarde depuis collège-lycée, je crois, hein, que j'ai commencé à regarder. J'ai toujours écouté du rap, j'ai toujours écrit des petits textes. Une fois que j'ai reçu le texte, je l'ai réécrit un petit peu à ma manière. Et le refrain, je l'ai coécrit avec Moussa.
J'ai enlevé des choses, j'en ai rajouté. Il avait pas un mix, il en a rajouté. La maille à la baie, c'est lui. Ouais, c'est un enculé. J'ai dit, chacal. Même si c'est un personnage, j'ai dit, quand même. De là est sorti le morceau DTR qu'on voit dans l'épisode 5. Toi, ça se voit que t'as pas d'honneur. C'est un morceau très brutal, très frontal. Ça rentre directement dans le vif du sujet, quoi. Est-ce que t'as tout dit à ton fils? Ce soir, fiston, je vais te raconter une histoire qui fout les frissons. Enfin, 10 ans. C'est à cause de maman que papa est en prison. En fait, Yamar, il a pas vraiment le même but que tous les MC qui vont Rap Contenders quand il arrive là. Yamar, il vient juste pour la détruire et pour donner des gros dossiers sur elle. Il vient pas pour gagner ou pour amuser la galerie. Mais ta carrière va flopper comme celle de Maya Labey et qui est Mastar. Il vient vraiment pour la piéger, sortir des gros dos sur elle, quoi. Et vraiment, il veut l'éteindre. J'ai pas encore lâché les chiens. Très peu le savent, mais t'as fait la pire crasse. Lâchez les siens. Tellement t'as un corps éclaté au sol, même ton fils voulait pas que tu lui donnes le sein. À un moment donné, l'Alpha comprend que Yamar est là pour elle, en fait. Shit. Mais vas-y, casse-toi. Je suis juste venu te passer le bonjour de ton ex. Ça parle de son fils ou ça parle vraiment de son passé. Et là, non, du coup, non. Là, elle s'en va. Elle lâche le micro. Elle prend une totale panique. Voilà, et donc, c'est quelque chose de très dur pour elle. C'est un moment glaçant, quoi. C'est un très bon épisode, l'épisode 5. Et ce clip d'épisode 5 est absolument terrifiant. Et à lui tout seul, il rassemble vraiment ce qu'on avait envie de raconter sur... Voilà à quoi ça peut ressembler les difficultés d'être une femme dans le milieu du rap quand tu veux vraiment aller te frotter sur le terrain des mecs. Merci à vous. Mastar, dans la saison 2, il est dans une période de transition et il sort son premier film qui s'appelle Libérable, un film d'action où il joue un keuf, un peu, tu vois, un truc un peu quinri. Juste une petite seconde. Je voulais te féliciter. Bravo. J'ai adoré ce que tu as fait. Il est dans une période de doute, justement, qui arrive souvent à des personnes qui sont au top depuis un certain moment, avec les remords qu'il y a sur la mort d'Apache, le fait que Carnage est sur ses côtes. Il pense que, ok, il a sa reconversion, et puis au dernier moment, tout s'écroule et c'est un peu le karma qui lui tombe dessus, quoi. Le rappeur Mastar, nous avons pu nous procurer des images filmées au téléphone portable lors d'une séance dans un multiplex de la région lilloise. Mastar va nous permettre d'incarner la descente d'un rappeur. Ça aussi, c'est fascinant à raconter. On prend Mastar en saison 1, que j'ai imaginé comme un rappeur très en place, un rappeur adulé, un rappeur avec plusieurs disques d'or, une grande carrière. Et puis il fallait qu'on raconte aussi ce qui se passe quand ça retombe. Donc le personnage de Mastar nous permet de raconter que le rap, il y a des hauts, il y a des bas. Et quand il y a des bas, ils peuvent être très douloureux, très compliqués, surtout quand on a fait des mauvais choix. Et Mastar a fait des mauvais choix. Il va aller voir Rof pour pouvoir faire que Rof fasse tampon entre lui et Carnage. Et il se dit, bon, il est obligé d'accepter de faire un album en commun avec lui. Sauf que Mastar est dans une phase descendante et du coup, alcool, il est un peu mal en point, donc il est en studio et puis ça se passe pas très bien. Qui peut le nier? Fini la rigolade, le son, je vais le piller. Mastar, je crois que c'est mieux qu'on arrête là pour aujourd'hui. Si, raconte-lui. Attends. Il t'arrive quoi, toi? Pourquoi tu casses les couilles? Rof qui vient et puis moi qui parle mal à Rof. Là, c'est bien là, ce que vous proposez. Toi, la seule chose que tu vas démarrer, c'est ta charrette. J'ai dit, te mets pas de ça, toi. Bon, là, t'es obligé de te lever. Voilà. Là, c'est la première fois qu'il s'adresse à toi en me disant, et toi, te mêles pas de ça. Et t'y vas franchement. Ça provoque qu'il est obligé de se lever. Tu vois? La seule chose que tu vas démarrer, toi, c'est ta charrette. Vas-y, ferme ta gueule, tu tournes qui, toi? Sale clown, va. T'es fou, quoi, toi? Je te reçois chez moi et tu veux faire le malin? Tout de suite, sort de ses gonds et me dit, bah, vas-y, c'est fini, débrouille-toi on arrête la collaboration, etc. Il n'y a plus d'album terminé. Allez, dégage de ma vie, prends tes affaires. Casse-toi. Et c'est le moment où tu sens que Mastar se rend compte qu'en fait, il est en train de tout perdre, plus rien ne marche, là, il n'y a plus d'échappatoire, en fait. Il pense être bas, mais il est encore plus bas. T'as voulu faire affaire avec lui sans passer par moi. Lui, c'est la rue, c'est pas le rap. Maintenant, t'es tout seul. Et tu vas te débrouiller comme un grand. Une fois que Carnage est là, il n'y a que des soucis.
Bah c'est que des soucis, hein. Que des soucis, hein. Celle-là, c'est pour ma star. Je t'avais prévenu ou pas? Toutes les cités de France sont avec moi. Tout le monde veut t'enculer. Maintenant, t'as compris ce qui se passe quand tu fais le mal avec moi, sale fils de pute, va. Carnage, qui est incarné par le rappeur Bosch, maintenant on peut dire le rappeur Bosch. Au moment où on a commencé, les gens ne savaient pas qui c'était. Maintenant, ils savent tous qui est Bosch et qui est Carnage. Mais Bosch, ça a aussi été un événement incroyable. Les gens ont découvert ce personnage de Carnage. Mais j'ai tellement de gens, même du métier du cinéma, qui m'ont appelé en me disant « Où est-ce que t'as trouvé ce mec? Il est incroyable, il me fait peur. » Dépêchez-vous ici! En saison 2, Carnage arrive plus énervé que jamais, il a des comptes à régler, et il est pas du genre très diplomate, Carnage. Prends 2 secondes avant de lui annoncer la bombe. Du début, ok. Du début, alors on part du début. C'est une info tellement incroyable de balancer dans les yeux du gars que t'as tué son frère. Kiffe-le un petit peu plus. Tu prends le temps que même le spectateur dise qu'est-ce qu'il va dire. Parce que à ce moment-là, il n'y a pas que Brahim, il y a le spectateur qui est... Depuis le début, on essaie de faire forcer Yamar, mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des doutes, tu vois. Qui font ce moment, là, prenons 2 secondes, qu'est-ce qu'il va lui balancer comme bombe atomique, et tu lui balances la bombe. Très très grande scène. Là, en gros, il m'annonce que c'est lui qui a fumé mon ref, mon cousin, la page. Alors que moi, depuis le début, je dis que c'est Yamar. On fait croire au public que c'est Yamar qui a tué la page. Dernière. Écoute-moi bien, c'est fini de me faire perdre mon temps. Et je sais qu'il est plus avec Rof, et je sais qu'il se cache comme une petite pute. Donc maintenant, tu vas lui dire qu'il a jusqu'à demain 18h pour me ramener mon oseille à la chicha d'Ousmane. C'est un moment très important, donc ouais, je l'ai fait à fond. Et j'étais bon à jouer. Sinon, je vous fume tous un par un. Comme j'ai fumé Apache. William, il pensait que c'était Yamar de base, qui avait tué son ami. Ça veut dire à partir du moment où il se rend compte que c'est Carnage, il tombe de je ne sais combien d'étages. Pourquoi Brahim il cherche Carnage? Oh Master, je te parle là, pourquoi il le cherche? Peut-être parce qu'il a découvert que c'est du cas tué Apache. Il y a quelque chose que j'ai appris avec la série qui est fantastique, c'est de teaser les gens, tu vois, c'est un truc fantastique ça. Et je voulais quand même laisser des pistes de réflexion pour les gens. Ok, ouais, tu mets ton pied là, c'est la bonne position, mais en revanche, ce que tu fais, c'est bien moche, c'est-à-dire... Ouais, je peux baisser un peu. Je peux te baisser un peu. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à le cacher, j'ai pris le vrai comédien, qui a un casque, c'est sa vraie moto, qu'il a toute la série, qu'il a même sur la 2e saison. Il arrive avec son T-Max et c'est lui qui descend et qui tire. Bon, voilà, t'attends un petit peu, tu le regardes et bim, tu tires. Attends. Très bien. Allez, vendu, faisons ça. Le problème quand tu écris un personnage comme celui de Carnage qui est extrêmement violent, il y a un moment où il va lui arriver des problèmes, c'est sûr. Parce que tu lui fais faire des choses qui vont tellement loin que t'as tout fait au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il va faire de plus après? Tu vois ce que je veux dire? Il est tellement dur, tellement violent. On est à l'intérieur chicha. Et là, c'est la scène où je tire sur... où je viens sauver Céjane Pilou. Et où je tire sur Carnage. Master est arrivé tellement dans un point de non-retour que le seul moyen de régler, on va dire, le mal par le mal est de passer à l'acte. Je prends les armes et puis j'y vais, et puis voilà. Quoi. On va regarder le flingue et alors voilà. Attention à toi, Marie. Et dans cette scène, il flingue. Donc là, là, je la vois pas la marque. Beaucoup d'acteurs aimeraient jouer ce genre de scène, justement, où tu butes quelqu'un avec tout ce que ça implique. Tout un truc de désarroi, d'orgueil, en fait. Parce que c'est quand même ma star. C'est quoi ça? Cette scène-là, j'ai eu du mal à la tourner un peu. Ça m'a un peu énervé. De me faire fumer au moins 10 fois d'affilée comme ça, c'était dur. Et ça peut aussi signer la fin de Carnage, mais on sait pas. Carnage, il est increvable. Tu sais comment c'est dans Validé, hein. Il y en a, on était sûr qu'ils étaient morts, et finalement ils sont pas morts. Et puis il y en a, on était sûr qu'ils étaient pas morts, et puis ils sont morts. C'est pas du tout Franck qui réalise les épisodes. La bonne soirée à tous. David, monsieur David Diane. Toujours là, toujours présent. S'il n'y a pas David, il n'y a pas Validé. J'ai commencé à écouter du rap en 1988. Je me suis construit avec.
J'ai mes souvenirs avec, j'ai commencé en écoutant Lionel D et Assassin, et aujourd'hui j'écoute Migos et PNL. On se retrouve sur le périph', comme en saison 1. Mais c'est cool, ça va être une bonne nuit. Ça fait longtemps que je travaille dans le cinéma, ça fait pas très longtemps que je suis réalisateur. Mais en revanche, j'ai travaillé sur pas mal de clips, notamment le clip de Pour ceux. Enfin, moi, je travaillais pas mal avec Courtrage-May à l'époque. Il y avait Franck qui était avec nous aussi à cette époque-là. On était tous dans cette même bande. Fais voir en série ce que ça donne. Tu vas plus avoir de défilement en fait. Oui, mais je vais raconter la peur dans les yeux du comédien, je vais raconter autre chose quand même, tu vois. Fais voir. Et toi, Amidou, il faut que tu sois beaucoup plus proche de lui. David Diane était mon premier assistant sur mon premier film qui était Les Caïras il y a 10 ans. Non, c'est bon, je fais rien. Non, je fais rien, remontez-moi. Non, c'est bon, je fais rien. Vas-y, Master, c'est bon, on remonte là. À partir du moment où j'ai pris la décision de jouer dans Validé, je savais que j'allais avoir besoin d'être aidé à la mise en scène, tout simplement parce que quand je suis en train de jouer, il y a besoin que quelqu'un me dirige. C'est toi qui prends un temps de réflexion en fait. Le suspense, est-ce qu'il va les lâcher ou pas? D'accord. Très bien. J'ai appelé David en lui disant, écoute, sur cette première saison, je te propose d'être premier assistant sur les épisodes que je vais réaliser. Et puis, il est temps pour toi de devenir réalisateur maintenant, et je te laisse réaliser des épisodes de la série. Et à chaque fois, tu vas te bloquer à cet endroit-là. Sans même que j'ai coupé, tu te bloques tout seul. Une fois qu'on a une bonne prise pour la comédie, que tout est bien, on en refait une en entier. Cette fois-ci, à la fin, tu tapes. À tel point que sur cette saison 2, j'ai décidé de lui laisser la majorité des épisodes. Donc la saison 2 de Validé est en majeure partie réalisée par David. Dès qu'il dit action, moi je suis déjà dans l'optique de... Il y a un bruit en bas. Exactement. Dès que tu dis action, t'es déjà dans l'optique qu'il y a un bruit en bas, et du coup le mec qui va arriver en face, tu vois le bruit, et t'es prêt à y aller. C'est devenu évidemment un allié indispensable au bon fonctionnement de cette série, et puis surtout à la qualité artistique de cette série. C'est un grand cinéphile, un très bon technicien, quelqu'un qui a des tas d'idées de mise en scène, des tas d'idées de filming, probablement plus que moi même. Ah tiens, regarde, tu vois, ça c'est une console, c'est charmé. Attends, viens, je vais te montrer la cabine. Hop, tu l'amènes là. L'idée, c'est quand même d'ancrer profondément cette série dans la réalité, que ce soit une série de son temps, qui parle des gens d'aujourd'hui, avec les gens d'aujourd'hui, pour les gens d'aujourd'hui. On travaille avec beaucoup de comédiens qui sont des jeunes comédiens, et on n'avait pas envie de les mettre dans un dispositif contraignant de cinéma, qui les empêcherait d'exprimer leur naturel, et c'est ça qui nous intéressait, c'est ça qu'on allait chercher. C'est une invite pour l'avant-première de son film ce soir. Il y aura des grosses têtes, ce serait bien que tu sois là. La première chose, c'était d'avoir un dispositif de tournage assez simple, qui permettait de tourner un peu dans la longueur pour garder les émotions pour les comédiens le plus possible. Quand tu dis sciemment, tu te rends compte que ça marche pas. Sciemment, sauf que pas collé. Les Siamois. Les Siamois. Les Siamois pas collés. Et en même temps, qui permet aussi une rapidité d'exécution qui fait qu'on consacre plus de temps dans une journée de tournage à travailler la comédie qu'à travailler la technique. C'est-à-dire que maintenant, cette détermination que tu avais pour pêcher ton fils, tout ça, machin, maintenant c'est une détermination pour réussir dans le beurre. C'est ça qu'il faut que je chante dans cette réplication-là. Donc clairement, il a été décidé dès le début de n'utiliser aucune machinerie, de filmer cette série entièrement à l'épaule. Alors, tu vois que c'était pas compliqué. Ce qui a contribué à l'image de marque de la série, il y a ces lumières pour lesquelles j'étais m'inspirer de Gomorrah. L'idée, c'était de mettre en place des codes couleurs différents pour ce qui est... donc en saison 1, c'était un peu Paris, banlieue. Là, en saison 2, on a décidé de faire plutôt un truc sur tout ce qui est la musique et tout ce qui est un peu la voyoucratie. Le Rap Contender, qui est clairement une séquence dans laquelle on a voulu quand même raconter le côté underground du rap. Donc un truc un peu enfermé, un peu oppressant. Et c'est clair que, vu ce qui s'y passe, pour nous, c'était l'endroit où la voyoucratie rencontre le show business et où elle prend le dessus. Donc dans cette séquence-là, on a mis du vert et du jaune, qui étaient un peu nos séquences de voyoucratie. Donc on a mis un peu des taches avec des néons par-ci par-là de vert, de jaune. Puis il y a cette signature qui est le plan au drone qui permet de commencer la saison. On avait ce plan au drone en pivot inversé qui commençait l'épisode 1 de la saison 1. Pour la saison 2, je voulais quelque chose d'un peu plus impressionnant, qu'on aille encore un petit peu plus loin dans cette technique du drone, avec ce plan qui part du haut de la cité pour aller jusque dans l'appartement pour découvrir l'alpha. Et puis rentrer dans cette télé dans laquelle on découvre que là, il n'y a plus de doute, Apache est mort.
Donc ce plan, au-delà d'être esthétique, nous raconte des choses et effectivement ça devient un peu la marque de fabrique de cette série, de commencer par un plan drone qui soit à chaque fois un peu pensé, un peu impressionnant. Les clins d'œil à la haine, il y en avait déjà dans la première saison pour les grands spécialistes, et puis sur la saison 2, d'abord il y a Saïd Taghmaoui. Ok, c'est un chapeau. Alors fais ce que tu veux. Vas-y, merci. Ouais, cadré. Et action. Et puis, pour les vrais spécialistes, dans la chicha, qui devient la chicha de Carnage, le gros panneau publicitaire qu'il y a devant la chicha, il y a écrit « Le monde est à nous », mais c'est vraiment l'affiche de la haine. C'est-à-dire, c'est « Le monde est à vous » avec rayé de Saïd qui écrit un N à la place du V. La scène hip-hop à Marseille est absolument inévitable. Elle est grande, elle est talentueuse, elle est belle. Marseille aussi, c'est notre Miami français. À filmer, c'est fantastique. Les lumières sont fantastiques, les décors sont fantastiques. Moi, j'y ai pris goût en allant tourner Taxi. Et dès la première saison de Validé, je voulais absolument qu'on fasse participer Marseille, que Marseille fasse partie de ce projet. Cherchez quoi? Et intégrer du casting marseillais, intégrer des rappeurs marseillais. Pourquoi tu veux savoir? Tu es chez moi et tu me dis pourquoi tu veux savoir? Hein? Évidemment qu'on a été très bien accueillis là-bas. Et une confrontation... Y'a rien, frérot, t'inquiète. Y'a rien? Bah alors c'est rien, prends tes petites salopes et niquez vos merdes là. Que j'attendais depuis longtemps en l'ayant écrit, c'est YL face à Koffs. Vas-y, on se casse. Deux rappeurs marseillais qui, pour la petite histoire, sont du même quartier. Et c'est dans ce quartier qu'on tourne cette scène. On se même pas faire le nerveux, tu sais même pas où t'es. Avance comme ça, je vais te régler ton problème, avance. C'est un quartier dans lequel ils ont grandi tous les deux. C'est pour ce genre de moment qu'on fait Valider aussi. C'est pour avoir à diriger des rappeurs de ce niveau-là. C'était une volonté depuis le début de dire Validé, c'est pas une série de Parisiens. Validé, c'est la première série qui parle du milieu du rap en France actuelle. Et donc ça ne doit pas être une série parisienne, c'est une série nationale qui parle de notre culture française, de la musique urbaine. Moi, c'est Fifou, photographe et directeur artistique depuis plus de 15 ans, entre autres dans le milieu urbain, le rap. On me connaît surtout sur mon travail sur les pochettes de beaucoup d'artistes. Vu que c'est un milieu assez petit, là je me retrouve dans une position d'avoir pratiquement bossé avec tout le monde. Essentiellement la scène parisienne à la base. Maintenant, ça fait quelques temps que je travaille beaucoup avec les Marseillais aussi, que ce soit Jul, Soprano, et sur Paris, sur les plus anciens, on peut parler de Secteur A, Passy, Doc Gynéco, et aujourd'hui, t'as toute la nouvelle génération, ce qu'on appelle la drill aussi, donc nouveaux artistes comme Gazo, des artistes plus confirmés comme Nino, et il y en a beaucoup. Ma touche, c'est la mise en scène, c'est de créer des mises en scène assez hors normes, entre guillemets, et qui essayent de casser un peu les codes des pochettes de rap de mecs en bas de leur bloc, même si j'aime bien faire ce type de shooting. Mais en tout cas, dans les pochettes qui ressortent ces derniers temps, c'est beaucoup de mise en scène, où j'aime bien aussi allier des éléments qui vont pas forcément ensemble, pour faire une œuvre assez folle, quoi. Voilà, on m'a appelé pour jouer mon propre rôle, c'est une espèce de mise en abîme. Je suis vraiment désolé de t'avoir réveillé comme ça, mais t'as capté là, c'est une urgence. Ouais, j'ai capté, poto, y a pas de souci. Tu as un petit kawa? Non, c'est bon, merci. Ok. Bon, explique-moi ce que tu veux faire. J'ai toujours ce souci du détail qui est devenu d'ailleurs un challenge dans cette série, qui est toujours de mélanger la réalité et la fiction et de faire participer à la série les vrais protagonistes du vrai milieu, du vrai monde du rap. Et je prends beaucoup de plaisir à faire participer aussi des techniciens, des personnalités du monde du rap. Alors parfois ça va être un tourneur, un photographe, un réalisateur. Aujourd'hui il y a Fifou, il y a aussi Screech qui est un célèbre réalisateur de clips de rap. Et je trouve que c'est ça qui fait que Validé est ancré dans cette réalité, c'est qu'on fait participer les vraies personnes. C'était là. Allez, viens, on va parler. J'ai joué avec Rof. Il y a une scène qui est très très forte avec Rof, ouais. Ah, c'est tendu, hein.
C'est simple. Soit tu ranges ton calibre, on termine la discussion, soit t'agis et t'assumes. Je crois que je vais pas assumer, hein? Je crois que je vais pas assumer. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. De tourner avec Rof, c'est quand même quelque chose, tu vois, parce que Rof fait partie, comme Mac Tayer, comme plein d'autres, de ces gens qui ont fait le rap, que moi j'ai grandi avec ces musiques-là, en fait. Sur cette saison 2, la participation de Rof était prévue et écrite en amont parce qu'il avait déjà fait savoir sur la saison 1 qu'il avait envie d'être dans la saison. Et puis, c'est quelque chose d'important pour un rappeur d'aller prendre le risque, en fait, de faire un acteur. 2 minutes, t'as piqué. Tu m'as ralenti, gros. Tu m'as crevé les pneus, frère. Donc moi je suis très respectueux de chacun des guests, chacun des rappeurs qui osent venir jouer un rôle, même s'ils jouent leur propre rôle, tout ça est quand même de l'acting et c'est pas simple et c'est pas donné à tout le monde. Et puis je suis aussi très reconnaissant parce qu'ils apportent avec eux à chaque fois leur image, ils apportent avec eux leur public. Et cette série, elle est devenue ce qu'elle est en grande partie grâce à eux. Pour être très honnête, mes choix sur les guests sont aussi orientés par le public, c'est-à-dire je cherche à faire plaisir au public et je me pose la question de savoir quel rappeur, quel guest le public aimerait voir. Et puis alors il y a ceux que j'aimerais avoir et qui sont pas dispo, il y a ceux qui se sentent pas de faire l'acteur, il y a ceux qui aimeraient des rôles plus gros. Et puis au milieu de toutes ces équations, on trouve quelques solutions qui sont les guests qui sont dans la série. Moi en tant que Saïdou, c'est toujours pareil, on est toujours impressionné, ça fait pas très longtemps qu'on est dans ce milieu-là. Donc de voir que nous, on est les rôles principaux d'une série dans laquelle autour de nous, il y a des gens qu'on a écoutés en grandissant. J'étais très très contente parce que j'ai retrouvé une grande amie à moi qui est Amel Bent. J'étais contente de voir Amel qui valide Laetitia là à travers cette petite scène. Ouais. Ça va? Marreuse, ça va et toi? Ouais. Franchement, respect pour ce que t'as fait hier soir, ma soeur, j'ai kiffé. Et je pense que toutes les meufs ont kiffé. Merci beaucoup, franchement, venant de toi, ça me touche. Et en plus, je suis super fan. Bon bah voilà, il n'y a plus besoin de faire les présentations. Bah non, il n'y a plus besoin, tout le monde la connaît maintenant. J'ai aussi joué avec Dinos, donc ça j'étais contente. Enfin en tout cas, on s'est croisés pour une petite scène. Et toi Dinos, t'as écouté? Ouais, j'ai écouté, ouais. Franchement, j'ai kiffé, hein. Flow, technique, franchement, tu m'as surpris. Ah, merci beaucoup, merci. Il y avait pas mal d'artistes de toutes les générations, en passant de Franglish à Gazo qui est sorti récemment. Pour ceux qui écoutent du rap, moi j'ai vu Sefiu sans casquette, tu vois. Il y avait Mister You, il y a Sniper, oh purée. Sniper, c'est mon enfance. Il y avait un parterre incroyable, comme d'habitude en vrai. Ça devient un peu la marque de fabrique de Valider, de ramener des célébrités qui jouent leur propre rôle et qui participent. Tu l'auras ton besoin. On espère. Entre Letty et l'Alpha, il y a une différence dans le rap vis-à-vis de la douceur. On va dire que l'Alpha va cacher sa douceur, va cacher parce qu'il y a beaucoup de loups autour d'elle. Letty rap. J'ai peu de raisons de me taire vu que tout le monde ouvre, je ne ferai pas preuve d'humilité. Vu qu'ici-bas tout le monde se perd, j'ai mis de côté mes sentiments et mon humanité. Ne viens pas me parler de charité, l'homme est mauvais et ça je tenais à le garder. La plupart des paroles de l'Alpha, c'est moi qui les ai écrites. Après, j'ai été beaucoup en collaboration avec Sams. Vraiment, il m'a beaucoup appris. Avec lui, ça a vraiment beaucoup matché. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un rap brut qui renferme beaucoup d'émotions. Si tu veux, moi, je compare souvent l'Alpha à un diamant brut où il faut faire attention à le polir pour vraiment sortir les meilleurs éléments. Et c'est ce qui m'a plu à travailler avec elle, parce que c'est une boule d'énergie. Et même quand tu la vois, quand tu parles, elle a toute cette énergie en elle qui sort. Et le challenge, c'était justement de prendre les bonnes énergies au bon moment pour bien justement la mettre en valeur. On était en studio et on est parti de ses textes à elle. C'est vraiment un travail ensemble. L'Alpha c'est mon place, rendez-moi mon enfance, bande de bâtards, j'ai la rage. Y'a toute ma vie dans des dossiers, mais je vais booster comme une bosse, mes rêves de gosse sont négociés, ouais c'est l'Alpha. Ce que j'apportais, c'était ce qu'elle avait en tête, mais qu'elle n'arrivait pas forcément à sortir. Et là, quand tu arrives à un level où justement tu dois faire comprendre aux gens qui sont du rap et qui ne sont pas du rap, à aimer le rap, t'as certaines manières, certaines choses qu'il faut faire ressortir plus que d'autres, une question de timing aussi, même de timing musical. Et c'était super intéressant de travailler avec elle. Aujourd'hui, on est chez Fifou et c'est une scène d'un shoot photo un peu particulier pour des raisons un peu particulières. Tiens, on va la mettre là.
là, juste là. Non, tu vas tout là-bas. Pour Canapé Bleu, c'est quelque chose qu'on a coécrit. C'est comme si je rentrais dans sa tête et que je me suis mis à sa place, en fait. C'est un moment auquel je tenais beaucoup. Je suis complètement à l'initiative de cette idée. J'ai convaincu les auteurs qu'il fallait qu'on parle de la puissance, de la méchanceté, de l'aspect néfaste et de la violence des réseaux sociaux. Et surtout de cette triste réalité qu'un bad buzz est toujours plus événementiel qu'un good buzz. Les gars, on va pas tarder à faire la photo, donc si vous pouvez nous attendre dehors, s'il vous plaît, ça serait cool. Ouais, bien sûr. On y va. On va sur les réseaux sociaux chercher des mauvaises nouvelles. On veut voir des gens qui tombent, on veut voir des gens qui se blessent, on veut pas voir des gens qui sont heureux. Mais je voulais raconter ce que ça pouvait provoquer chez une nana qui arrive dans ce game, qui avait déjà des réticences à devenir rappeuse parce qu'elle sait que c'est très dur, et puis elle a ses casseroles, et puis il y a les complexités de tout ça. On fait comme si on t'aime, on fait comme si on a envie d'écouter tes morceaux, mais on va se jeter sur la première bad news qui tombe. Apparemment, le talent ça paye plus. Je fais 2 fois plus de boucans quand tu crois que je joue la vieille pute, l'alpha. Tu préfères pas compter le kick pour ameuter le public. J'ai dû être très technique, je t'explique. J'ai voulu raconter une scène où notre héroïne allait, avec l'aide de William, qui a l'idée principale, comment ensemble ils vont réussir à s'associer en une nuit pour faire d'un bad buzz un good buzz. Comment est-ce qu'ils vont mettre le nez dans la merde des gens? Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Quand les haineux sont à court de salive, ça vient fouiller dans tes poubelles pour essayer de te salir. Ça vous fait peur, une meuf qui s'affirme, qui envahit la scène. C'est ta sœur, est-ce que c'est ta fille? Pourquoi tu la harcèles? Les impôts de la réussite, les critiques, ce qu'elle suscite. Ça aurait l'air con si un jour je me suicide. Ma référence, c'est Stromae. Quand Stromae laisse fuiter il y a quelques années une vidéo de lui complètement bourré dans les rues de Bruxelles, où la malveillance des gens sur les réseaux sociaux se jette sur cette vidéo avec joie. Regarde, il est bourré, regarde, c'est la décadence, regarde la honte. Et que 2 jours après, il t'explique que c'était pour un clip et que c'est un des plus gros morceaux de sa carrière. Et il a niqué tout le monde en leur disant « Regardez comme vous êtes méchants ». Bonjour les réseaux sociaux, c'est une belle hypocrisie. Tu juges les gens à tout va sur Twitter, mais en DM t'envoies ton zizi. On peut pas faire une série dans le rap où on sait que y a une partie du public du rap font partie des plus durs, des plus virulents sur les réseaux sociaux, sans qu'on fasse un petit appel de phare en disant « Regardez parfois ». Prenons quelques instants pour se poser la question du mal que ça fait à la personne concernée. C'est le moment où, de façon le plus évidente dans la série, elle décide de ne plus être victime. Et la façon qu'elle a de répondre, c'est justement pas en victime qui se sent agressée, mais elle reprend les rênes de son destin. Et ça, je pense que c'est super important et c'est magnifique dans la trajectoire de ce personnage. Ce membre de la bêtise humaine, respecter plein d'abonnés alors qu'en fait t'es qu'une merde, alors qu'en fait t'es qu'une merde. Sont prêts à regarder sous les jupes, ça commence sans savoir, ça ment, ça troll, ça joue les juges. Une bande de lâches, mais je vous rappelle que je suis la queen. J'ai bien compris que pour faire le buzz, faut alerter les putaclics. Du coup, j'ai de quoi faire réagir la plèbe. Une photo en soutif allongée sur un canapé bleu. Si t'en as pas eu assez, il me reste quoi t'exciter. Tu te branleras dans les chiottes avec encore une top que je viens de faire fuiter. Oups. Après, le ver de terre est devenu un papillon, et donc la dernière séquence des hip-hop symphonies, c'est le papillon. C'est magique, parce que oui, c'est un morceau très important, c'est le morceau final de l'épisode 9. Et c'est vraiment une délivrance pour elle, parce qu'elle devient une femme, elle s'accomplit en tant que rappeuse. C'est un peu une consécration pour elle, et ce son amène à la liberté. Voilà. C'est vraiment un morceau à elle. Et de le voir en symphonie, pour elle, c'était une première de jouer avec un orchestre symphonique. Et je trouve fort parce qu'elle a réussi à s'adapter, et sur instru, et en rap contender, et maintenant en orchestre symphonique. Elle a mis du Laetitia dans l'alpha et de l'alpha dans Laetitia, et ce qui fait que ce morceau, il est particulier. Plus prom dog sur... On me dit qu'on a la version qui est... On a la version Big. Voilà. Là maintenant on fait la version... Vas-y. Ce que j'ai fait c'est pour toi. Tu vois, un truc un peu plus fermé. Ok, vas-y. Avec du coup un chef d'orchestre, Issam Krimi, un grand chef d'orchestre. Donc voilà, 40 violons derrière, plein d'instruments. Cette scène, elle est grandiose. Et pour les rappeurs, il y a des moments où quand tu entends l'instru, ça sort tout seul.
C'était forcément ça c'était ça. Si je suis là ce soir, C'est grâce à William et Ibrahim de Apache Music. Cette fin, c'est le début de la nouvelle vie de l'Alpha. Merci mes frères. Inès, merci. C'est grâce à toi que tout a commencé. Merci. Fatou, ma sœur, on se sait, on est alliés. Pas besoin de parler, on se connaît. Bah moi, en tant que rappeuse, tout ce que j'espère, c'est que la visibilité que j'ai eue moi dans cette série qui parle de rap, bah, ça pourra donner plein de force à toutes les autres rappeuses. DJ Snow, le magicien, mon magicien. J'espère qu'on va continuer à faire de grandes choses ensemble. Dans le travail, mais aussi dans la vie. Mon analyse, c'est qu'il y a une place à prendre. Il y a une place pour une femme, ou peut-être même d'ailleurs plusieurs, qui arriveront et qui raconteront surtout leur histoire, leurs fêlures, leurs blessures, et puis qui rentreront là-dedans dans la compétition. Donc il y a un vrai challenge, et c'est pas fermé, il faut leur dire qu'elles viennent. Si elles ont envie de rapper, il faut pas avoir peur de rapper. J'ai beaucoup de choses dans la tête, je vais aller au bout de mes rêves. Depuis tout petit, on m'a dit faut beaucoup d'oseille. Donc je mets tout dans ma peine, ou je mets tout dans mon terre. Qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme qui rappe merveilleusement bien, qui rappe comme un homme, mais à qui on dit les femmes ça marche pas? Ben moi j'ai décidé de parler d'une femme dans le rap à qui on dit tout le temps ça marche pas, et qui elle va dire vous verrez, moi ça va marcher. Je suis convaincu d'une chose aujourd'hui pendant qu'on se parle, c'est que ça va marcher pour elle dans la série, mais dans la vraie vie ça va marcher aussi. Alors je prie, comme moi je ferai mon possible pour que mes rêves se réalisent. On va... J'ai préparé un stade parfait, la pelouse est parfaite, le public est là, maintenant il faut qu'elle fasse un grand match dessus. Elle m'a déjà fait un grand match pendant le tournage. Je sais que cette saison va marquer les gens parce qu'elle a envoyé à l'image, et puis le reste du match, après il est sans moi, mais en tout cas, j'ai bien préparé le terrain pour elle. On va aider toute la night. On voulait juste être libre, profiter de la vie. Alors on sort la nuit, car la nuit n'a pas de limite. Tu sais, nos rêves n'ont pas de prix. Alors je prie, comme moi je ferai mon possible pour que mes rêves se réalisent. Ce qui était important sur cette saison 2, c'était que je clôture quelque chose. Je n'ai pas encore, au moment où on se parle, l'idée de la saison 3. Il n'est pas question d'entamer une saison 3 tant que j'ai pas une idée forte et des convictions de faire quelque chose de puissant. Je peux très bien dire, ok, moi j'arrête de valider, mais je laisse des gens le faire à ma place. Et je vais pas réussir à faire ça.